Bonjour, je m'appelle David Vauclair, bienvenue à Au cœur du monde. C'est avec fierté que je vous présente ce 150e numéro. L'occasion de remercier nos quelques auditeurs fidèles ainsi que Sarah Toumarty qui depuis notre premier numéro monte et communique autour de ce podcast. On ne saurait imaginer plus sympathique accompagnatrice. Si comme moi, vous souhaitez que se poursuive ce projet, aidez-nous, abonnez-vous, likez, partagez ces 5 nouvelles de relations internationales qui, j'espère, auront pu retenir votre attention. Commençons par la France, afin de revenir brièvement sur le message de notre président suite à la fête nationale de lundi dernier. Le 13 juillet, donc le jour d'avant, Emmanuel Macron a annoncé que le pays, plutôt que de doubler ses dépenses de défense d'ici 2030, ferait mieux et plus vite, s'engageant à atteindre les 64 milliards d'euros dès 2027. Notre chef de l'État dresse un bilan alarmiste de notre planète. Selon lui, nous replongeons dans les années où l'histoire se fait, et c'est ce coût de la liberté dans cette ère de prédateurs. Poursuivons plus longuement par un point sur un pacte qui fit grincer bien des dents élyséennes, AUKUS. Cet accord trilatéral de coopération technologique de défense entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Nombre d'acteurs australiens signalent que l'administration Trump serait à 2 doigts de réviser l'accord de 2021 qui aurait dû fournir l'Australie en sous-marins furtifs à propulsion nucléaire. C'était un accord majeur, car en plus de la trahison d'un voisin allié et ami, la France pour ne pas la nommer, l'Australie voyait les États-Unis partager ces joyaux de la couronne, une technologie de propulsion nucléaire ultra secrète. Une première depuis le parrainage du programme nucléaire britannique dans les années 1950. Si, dans les années 50, ce partage de technologie aidait à contrer la puissance navale et nucléaire soviétique, ce mouvement des années 2020 épouse la volonté de Washington à répondre à la nouvelle menace chinoise. Il y avait évidemment de nombreuses questions ouvertes dès la signature. Était-ce un cadre de temps réaliste, une production importante en moins de 20 ans? Était-ce trop cher, environ 250 milliards de dollars? Était-ce même suffisant? Si tout va bien, l'Australie devrait recevoir entre 3 et 5 sous-marins nucléaires d'ici 2030 et jusqu'à 8 en 2040. Dans le même temps, la Chine serait à 50 à 90 nouveaux sous-marins en plus de sa flotte actuelle. Un problème de quantité, mais aussi de qualité, car se posera alors la question de l'obsolescence d'une technologie vieille de plus de 15 ans. Avec Donald Trump au pouvoir, d'autres questions se sont ajoutées pour Canberra. Qu'en est-il de la souveraineté australienne désormais fermement liée aux États-Unis, mais surtout, est-ce un pari sûr, tant les États-Unis paraissent incapables, tant dans leur capacité de production, ils sont déjà en retard pour leurs propres sous-marins, que plus grave dans leur volonté politique. Comment avoir foi en leur alliance? Et de fait, les États-Unis ont discrètement lancé un examen de 30 jours de ce traité le mois dernier, affiché comme une vérification de conformité à la politique étrangère américaine. Il semble qu'ils veulent quelques ajustements, notamment plus d'argent des Australiens et un engagement à une mise à disposition des sous-marins pour soutenir les États-Unis dans tout conflit avec la Chine, ce qui serait une vassalisation effective de l'Australie. Les conclusions du rapport ne sont pour l'instant pas rendues publiques, mais cela pousserait Canberra et d'autres qui regardent à des décisions potentiellement très difficiles. Pour l'instant, le ministre australien de la Défense a confirmé un investissement de 550 millions de dollars dans les chantiers navals américains pour la livraison de ces sous-marins de classe Virginia. Mais il a refusé de s'engager à dire si l'Australie pourrait soutenir les États-Unis dans une future guerre américaine contre la Chine, indiquant que ce sera une décision débattue par les députés de son pays. Un moment gênant pour le Premier ministre australien, actuellement en visite officielle en Chine. Continuons avec une annonce américaine, mais à destination de la Russie cette fois. Une date limite de 50 jours a été donnée à Vladimir Poutine pour faire la paix ou faire face à des sanctions secondaires importantes, c'est-à-dire frapper la Chine et l'Inde avec des tarifs de masse s'ils achètent des produits ou du pétrole russe. Les législateurs américains souhaitent imposer des tarifs de 500% à tout acteur achetant du pétrole russe.
La Maison-Blanche, qui semble avoir changé d'avis sur la Russie, vient de confirmer un envoi d'armes de 300 millions de dollars en Ukraine, après que Poutine a frappé l'Ukraine avec 700 drones militarisés, un record. Si Trump venait à signer ce projet de taxation sur le pétrole russe, cela imposerait des coûts très importants à la Chine et l'Inde, ce qui pourrait changer la donne et fatalement toucher l'économie russe. Ajoutons que le secrétaire d'État, Marco Rubio, vient de dire que 100 000 soldats russes sont morts depuis janvier et qu'il en a les preuves. On perçoit depuis quelques éclairs d'anxiété parmi l'élite moscovite. Achevons avec la Syrie. La violence sectaire semble secouer le sud du pays. Les forces gouvernementales se seraient rangées du côté des groupes bédouins contre la minorité de Druzes locales, causant au moins 30 morts. La Syrie dit qu'elle s'oppose à des bandits et non à la communauté des Druzes, tandis qu'Israël, qui a sa propre minorité de Druzes, s'est érigé en défenseur et vient de frapper plusieurs chars syriens comme un avertissement. L'édification de toute nation après une guerre civile et des décennies de dictature ne peut être facile, mais ce sont des événements préoccupants, d'autant plus que la Syrie s'était engagée à protéger ses minorités. Et nous avons déjà exploré dans d'autres numéros de ce podcast comment une question ethnique locale peut rapidement devenir un problème majeur régional. Enfin, un point sur l'Europe. L'UE a retardé ses plans pour imposer les importations américaines en représailles des annonces de Donald Trump de taxer à 30% les produits de l'UE et du Mexique. Mais le bloc perçoit de plus en plus que les États-Unis ne sont plus ni un ami ni un partenaire fiable. L'Europe continue donc de chercher à limiter sa dépendance à l'égard des États-Unis via de nouvelles offres annonçant une poussée diplomatique conjointe pour finaliser ses pourparlers avec l'Indonésie après 9 ans d'échanges. Le commerce de nos jours est une question de flexibilité et d'adaptabilité, mais ce ne sont pas les adjectifs que nous avons traditionnellement entendus pour décrire Bruxelles. Pourtant, tout le monde semble désireux d'obtenir une sorte d'accord de principe d'ici août. Nous ferons le point en septembre. Et voici pour ce 150e numéro. Merci encore de votre écoute, de votre intérêt et de votre fidélité. Espérant que tout cela vous aura intéressé, n'hésitez pas à approuver, commenter et partager les numéros qui vous auront plu. C'est toujours apprécié.